Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, en premier lieu, et au nom de RSM, on vous souhaite à tous une magnifique année 2025, qu'elle soit pleine de réussite et dans tous vos projets. On est bien évidemment heureux de vous retrouver pour une nouvelle matinale RSM, la première de cette nouvelle année. Pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas encore notre format, les matinales RSM, ce sont des webinaires de 45 minutes que l'on vous propose le vendredi matin et qui nous permettent d'aborder l'actualité de vos entreprises en lien avec les larges et différents domaines d'expertise de RSM, social, fiscal, financier ou encore RH. Et pour commencer l'année, je dirais du bon pied, on se retrouve avec notre traditionnelle actualité sociale. Alors, on a été confronté à un contexte politique plus que mouvementé, des changements majeurs se profilent pour les entreprises et on vous propose de décrypter ça avec vous. Avant de passer la main à notre expert du sujet, quelques mots rapides sur le réseau RSM. Donc, nous sommes un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. En France, RSM, c'est un réseau de proximité puisque nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux. Nous sommes 9e France sur les missions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Et puis RSM, c'est également un réseau présent à l'international. Nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Je n'en dis pas plus, je vais tout de suite laisser la parole à notre expert Giovanni Terrana, qui est manager senior et responsable du pôle social Grand Est au bureau de Colmar. Et pour ma part, je suis Aurélia Benas, consultante conseil RH et je serai plutôt là pour accompagner le webinaire. Giovanni, je te laisse la main. Merci Aurélia. Donc, je m'associe aux vœux d'Aurélia, bien sûr, de bonnes et heureuses années pour cette rentrée 2025. Nous allons aborder trois sujets. En introduction, les quelques brèves au sujet de la loi de financement de sécurité sociale et la loi de finances pour 2025. La loi partage de la valeur avec un focus particulier sur les obligations qui incombent aux entreprises de 11 à 49 salariés avec un focus sur la prime de partage de la valeur. Panorama, bien sûr, des mesures sociales en 2025, puisque quand bien même nous n'avons pas de loi de financement de la sécurité sociale et de loi de finances pour 2025, il y a quand même des mesures sociales à avoir en tête et bien à appréhender, bien évidemment. Et enfin, jurisprudence marquante. J'espère qu'on aura un temps pour les questions-réponses, donc qu'Aurélia va pouvoir récolter. Et nous avons, je crois, aussi notre modérateur qui est Manon, voilà, qui est en back-office et qu'on ne voit pas, mais qui nous écoute attentivement. Voilà. Alors, s'agissant de l'introduction, alors, on va faire simple, tout le monde l'aura remarqué, hein, bien évidemment, nous n'avons pas de loi de finances, nous n'avons pas de loi de financement pour la sécurité sociale pour 2025. Vous le savez aussi, parce que tout le monde suit attentivement les actualités en France. La chute du gouvernement Barnier le 4 décembre dernier a rendu impossible le vote de ces deux lois. Une loi spéciale a été votée le 20 décembre dernier, en urgence absolue pour permettre la continuité de la vie de la nation et de la sécurité sociale, c'est-à-dire en gros autoriser les pouvoirs publics à continuer à percevoir les impôts existants, naturellement, jusqu'au vote de la prochaine loi de finances de l'année qui vient, de cette année, bien évidemment, donner les autorisations d'emprunt nécessaires à la continuité des paiements et remboursements des prestations sociales, mais contrairement à ce qu'on a pu voir à un moment donné dans les médias ou sur Internet, elle n'impacte pas vraiment les RH, pour dire simplement, et je donnerai juste un exemple, ça a été une information sur la prime de partage de la valeur, où à un moment donné, il était question qu'on ne puisse plus la verser. Voilà. Donc c'est vrai que cette loi spéciale, c'est le minimum syndical, si je peux me permettre, pour permettre à l'État de continuer à vivre et à fonctionner. Et la sécurité sociale, bien évidemment. S'agissant de la loi de finances pour 2025, où on en est? Alors, je rappelle que la loi de finances en matière sociale RH nous intéresse, puisqu'elle contient généralement les mesures de taux neutre, de prélèvement à la source, certaines dispositions relatives à des exonérations. Donc, il est nécessaire d'être attentif à l'évolution de cette loi de finances pour 2025. Le Sénat a repris le 15 janvier 2025, donc il y a avant-hier en principe, ces débats sur le projet de loi de finances pour cette année. Il reprendra plus que probablement le texte élaboré par l'exécutif précédent,
mais avec des aménagements, afin d'éviter une nouvelle censure. Et si vous avez suivi l'actualité, ben, on est passé d'un fil hier après-midi, hein, bien évidemment. Vous l'avez noté que le gouvernement, le gouvernement Bayrou aussi a déjà, à peine nommé, fait l'objet d'une motion de censure hier à l'Assemblée nationale. Il est question dans la loi de finances de 2025 de mesures à effet rétroactif au 1er janvier. On verra où l'on se situera, bien évidemment, dans les prochaines semaines. S'agissant de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, pareil, reprise des débats à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture à partir du 3 en principe. Un projet de loi définitivement voté d'ici la fin du mois de février 2025 est prévu, avec ou non reprise des mesures annoncées par le président de l'exécutif. On verra où on sera. Donc là, effectivement, grande prudence. Ce que l'on peut dire aussi, avec les précautions d'usage, compte tenu des annonces de l'actuel Premier ministre François Bayrou en date du 14 janvier, c'est le sujet des retraites. Je ne m'attarderai pas, bien évidemment, sur le sujet retraite aujourd'hui. C'est à nouveau un projet de loi de simplification de la vie économique, un énième, vous allez me dire, projet de loi en la matière. Une thématique désormais récurrente que l'on connaît et que l'on va aborder aussi ce matin, c'est la revalorisation du travail. Et là, c'est assez intéressant puisqu'il est question de médiatiser, de généraliser, en tout cas, c'est à nouveau la thématique qui reprend le devant de la scène, les dispositifs d'épargne salariale, d'intéressement et de participation dans tous les secteurs. En tout cas, ce sont les déclarations qui ont été faites il y a 2 jours. Mais nous savons que déjà en novembre 2023, nous avons un dispositif de partage de la valeur qui déjà occupe bien les entreprises. Loi partage de la valeur. L'objectif ce matin, c'est de faire le focus sur l'obligation qui est opérationnelle et qui est applicable depuis le 1er janvier 2025 aux entreprises qui comptent un effectif de 11 à 49 salariés. Alors, nous avions évoqué l'année dernière, pour ceux qui ont participé au webinaire du mois de janvier 2024, les principaux dispositifs de partage de la valeur qui ont été initiés par cette loi du 29 novembre 2023. Trois dispositifs principaux, on va résumer bien évidemment, les entreprises de 11 à 49, on va en parler, les entreprises assujetties à la participation, dit autrement les 50 et plus, l'obligation de négocier lorsqu'on a une section syndicale, une délégation syndicale sur le partage de la valeur et la définition de l'augmentation du bénéfice exceptionnel, et un dispositif similaire aux entreprises de 11 à 49 salariés dans l'économie sociale et solidaire. Nous avons également un dispositif facultatif pour toutes les entreprises, c'est le plan de partage de la valorisation de l'entreprise, le PPVE. Vous le savez, depuis l'été dernier, tous ces dispositifs sont entrés en ordre de marche avec les décrets qui sont parus cet été. Bien évidemment, on ne parlera pas de tout, on se concentrera des 11 à 49. Retenez que vous avez la possibilité de revoir le webinaire du mois de janvier 2024, également sur le site de RSM France, toute une série d'informations sur ces dispositifs de partage de la valeur. De quoi parle-t-on pour les entreprises de 11 à 49? C'est l'article 5 de la loi du 29 novembre portant transposition de l'accord interprofessionnel l'ANI relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise qui nous intéresse. Donc là, vous avez l'article que je cite dans ce slide. On va reprendre les points principaux de ce dispositif obligatoire pour les 11 à 49 11 à 50 salariés, et moins de 50 salariés, pardon, 11 à 49 salariés. Alors, de quoi parle-t-on et qui est concerné? À compter du 1er janvier 2025, les employeurs d'au moins 11 salariés et moins de 50 salariés, non soumis à l'obligation de mettre en œuvre un dispositif de participation, on le sait, la participation légale est obligatoire à compter de 50 salariés, et qui réalisent un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs, et qui ne sont pas couverts au titre de l'exercice suivant ces 3 années, par l'un des dispositifs de partage de valeur suivants, donc participation, intéressement, abondement, plan d'épargne, PPV, doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur au sein de leur entreprise.
au 1er janvier 2025, les conditions sont appréciées sur la base des exercices 22, 23, 24. Donc on y est. Hein. L'année dernière, on l'avait annoncé, on est en janvier 25, on y est. Il s'agit donc, retenez également, il s'agit d'une expérimentation, on en avait parlé l'année dernière, de 5 ans à compter de la promulgation de la loi, soit jusqu'au 29 novembre 2028. À l'issue de cette échéance, un rapport d'évaluation sera établi avant une éventuelle pérennisation. Compte tenu du contexte que l'on connaît, bien évidemment, on sera attentif et on sera très prudent sur cette éventuelle pérennisation de ce dispositif. La définition du bénéfice net fiscal est identique à celle qui est applicable à la participation légale, c'est-à-dire déduction faite de l'impôt correspondant mais augmentée de la provision pour investissement. L'obligation dont on parle ne concerne pas les entreprises individuelles et les entreprises qui relèvent du statut des sociétés anonymes à participation ouvrière. Je passe, je ne rentre pas dans le détail. Comment est apprécié le seuil de 11 salariés? Vous allez me dire, parce que ça c'est un élément crucial dans l'appréhension de cette obligation. Il faut appliquer les règles de l'effectif sécurité sociale et non pas code du travail. Je vous rappelle que, effectivement, s'il y a une des mesures qui pourrait être simplifiée dans la loi qui a été annoncée par le gouvernement Bayrou, c'est bien l'appréhension des différents seuils d'effectifs, puisque on navigue entre l'effectif code du travail et l'effectif code de la sécurité sociale. Toujours est-il que pour l'obligation dont on parle, c'est l'effectif sécurité sociale dont il est question. On ne mettra pas en avant le dispositif d'atténuation de l'effet de seuil pour appliquer ce dispositif, et il s'agit de l'effectif salarié annuel de l'entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente, donc en l'occurrence 2024. Quel dispositif en place si l'entreprise est concernée par cette nouvelle obligation? On peut instaurer un régime de participation, et on l'a vu l'an dernier, la participation dans les entreprises de moins de 50 a été aménagée, simplifiée. Un régime d'intéressement, bien évidemment, ça, toutes les entreprises sont concernées, le régime est facultatif. Soit abonder un plan d'épargne salariale, un PE, un PERCO, un PERECO, le cas échéant un plan d'épargne interentreprise, ou bien, et effectivement, verser une prime de partage de la valeur. Bien évidemment, notre recommandation en tant que cabinet d'expertise comptable et de conseil, c'est de mettre en place un contrat d'intéressement, mais il se trouve que la pratique, et nous on l'a constaté au cabinet tout au long des années précédentes, la mesure la plus plébiscitée aujourd'hui pour les entreprises, on va dire, de taille intermédiaire, moins de 50, et y compris les moins de 11 salariés, c'est la PPV. On verra tout à l'heure, je me permettrai de faire un focus sur la PPV, puisque c'est la mesure la plus médiatisée aujourd'hui pour on va dire les petites structures, rien de péjoratif dans petites structures, bien évidemment. Tout dépend naturellement de la stratégie de rémunération de l'entreprise, dans le choix des leviers possibles pour répondre à cette obligation de partage de la valeur. Les précisions utiles du question-réponse, puisque la loi a été effectivement votée, éditée, publiée au journal officiel, pardon, et le question-réponse de l'administration est venu compléter le dispositif. Et sur le site du gouvernement, nous avons quelques précisions effectivement intéressantes. L'obligation, nous dit l'administration du travail, s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Alors, elle donne un exemple caricatural sur les exercices, puisqu'elle prend un exemple pour une entreprise qui a un exercice coïncident avec l'exercice civil, donc 1er janvier au 31 décembre, et elle considère que dès lors que nous avons un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires sur les exercices 22, 23, 24, elle devra mettre en place un dispositif d'intéressement de participation, comme je le disais tout à l'heure, à compter de l'exercice 2025, donc au 1er janvier. Néanmoins, l'administration sera effectivement inspirée de nous confirmer la situation ou les situations des entreprises qui ont des exercices décalés, dit autrement, qui clôturent par exemple au 31 octobre 2024 et qui ont par exemple l'exercice du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 ouvert, est-ce qu'elle est concernée, à quel moment, etc. Donc, effectivement, les précisions-là seront utiles. On peut avoir une analyse, bien évidemment, mais on souhaiterait que l'administration se positionne sur les situations des entreprises avec exercice décalé, même si on a une petite idée. Lorsqu'une entreprise, bien évidemment, est déjà couverte par un accord d'intéressement ou de participation en cours de validité pour l'exercice au titre duquel elle est soumise à cette nouvelle obligation, elle n'a pas à mettre en place un nouveau dispositif en sus de celui existant. Les différents dispositifs peuvent être mis en place par DU dans les conditions prévues par les règles spécifiques, et on pense naturellement à la PPV.
Et aucun montant minimum n'est exigé pour le versement de l'abondement dans un plan d'épargne ou une PPV. Donc, dit autrement, si on est concerné par cette obligation, hein, l'augmentation du bénéfice net fiscal d'au moins 1%, une entreprise, entre guillemets, pourrait se contenter de verser une PPV. Alors, on va considérer que le montant ne devrait pas être dérisoire, mais il n'y a pas de contrainte particulière sur les montants dont il est question. Voilà pour la partie obligation pour les entreprises de 11 à 49 salariés qui est entrée désormais en vigueur à partir donc du 1er janvier 2025. Un focus sur la prime de partage de la valeur. J'aurais pu faire un focus sur le contrat d'intéressement. Ce sera peut-être l'objet d'un futur webinaire. Mais néanmoins, comme la PPV est une mesure relativement utilisée par les entreprises, on s'est autorisé effectivement à faire un rapide rappel. Vous connaissez ce dispositif, hein, c'est l'ex-prime Macron qui avait été initié à l'époque dans le cadre de la crise des Gilets jaunes. Cette mise en place reste facultative, quand bien même elle peut entrer dans le cadre de l'obligation dont on vient de parler. C'est un dispositif pérenne qui n'a pas été remis en cause par la non-publication et le non-vote des lois de financement de la sécurité sociale et de la loi de finances 2025. Donc, elle n'avait pas été impactée, cette PPV, par l'absence de loi de financement. Le dispositif peut être mis en place par un accord d'entreprise, ça vous le savez, par une DU, une décision unilatérale, avec consultation du comité social et économique s'il existe, pas de priorité entre DUE et accord d'entreprise. Bien évidemment, il faut être attentif au principe de non-substitution au salaire. Tous les employeurs sont concernés et la loi n'oblige pas à renouveler chaque année. Ça, c'est la loi. La jurisprudence, peut-être, dans un prochain avenir, expliquera si il faut considérer cette PPV versée chaque année comme un usage. On n'en est pas là pour le moment. En tout cas, on n'a pas de jurisprudence en la matière, mais la loi, en tout cas, ne l'oblige pas à renouveler chaque année dès lors qu'une entreprise en met une et peut la mettre l'année suivante. Tous les salariés sont éligibles, bien évidemment, à la PPV, y compris les apprentis liés à l'entreprise par un contrat de travail, peu importe qu'ils soient suspendus. Les salariés éligibles, la décision littérale ou l'accord d'entreprise peut indiquer deux conditions, soit à la date de versement de la prime, soit à la date de dépôt de l'accord ou de signature de la décision unilatérale mettant en place la prime. Le montant, vous le savez, je ne vais pas trop m'attarder, c'est 3 000 € au cas général ou 6 000 € par année civile par bénéficiaire dans les situations où l'entreprise est couverte par un contrat d'intéressement, un accord de participation. Vous avez le détail dans cette slide. Le versement a fait l'objet d'aménagements par la loi de partage de la valeur. Le versement peut être fractionné, ça on le savait, mais surtout, désormais, la possibilité de verser 2 primes par année civile avec des dispositifs différents, donc que ce soit en termes d'éligibilité ou de modulation dont on va parler tout à l'heure. Modulation de cette prime, ça aussi c'est un rappel. On peut moduler selon la rémunération, selon le niveau de classification, selon l'ancienneté, sur la durée de présence effective, donc déduction faite de la maladie, par exemple, durée de travail prévue au contrat. Donc, ce sont des cas limitativement, des critères de modulation limitativement énumérés par la loi. Sur la durée de présence effective, on doit assimiler tous les congés liés à la maternité, à la paternité, à l'adoption et l'éducation des enfants à la durée de présence effective. Les critères de rémunération et de durée de présence effective et de durée de travail prévus au contrat s'apprécient sur 12 mois glissants précédant le versement de la prime. Les critères de classif et d'ancienneté sont appréciés au moment de versement. Ce sont les dernières précisions qu'avait apporté le bulletin officiel de la Sécurité sociale. Possibilité de combiner les différents critères, mais attention à éviter une trop grande complexité, dit autrement une usine à gaz, quand on entre dans la combinaison de ces différents critères. Pour que ce soit efficace, le dispositif, notre recommandation consiste à faire simple, dans l'absolu. Le régime social et fiscal, ça c'est important, puisque nous avons toujours, pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, un régime favorable, renforcé jusqu'au 31 décembre 2026. Et ça, il faut quand même reconnaître qu'en matière de coûts, la PPV défie toute concurrence.
et met KO tous les autres dispositifs que sont intéressement ou participation, puisque lorsque vous prenez une entreprise de moins de 50 salariés, avec pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC annuels, ben en fait, c'est simple, 1 euro égale 1 euro en termes de coût et 1 euro dans la poche du salarié. Donc là, il n'y a pas mieux. On ne peut pas faire mieux que la PPV aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 2026. En revanche, pour les salariés, toujours entreprises de moins de 50 salariés, bien évidemment, effectifs, sécurité sociale. Pour les salariés qui touchent une rémunération au-delà de 3 SMIC annuels, la PPV reste exonérée de cotisations assujetties à CSG-CRDS, et ça c'est la particularité, mais surtout imposable. Dorénavant, et depuis cet été, nous avons la possibilité d'affecter, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à faire un point sur la PPV, d'affecter la PPV sur un plan d'épargne si l'entreprise dispose d'un plan d'épargne, et si elle n'en a pas, elle peut en mettre en place, un, pardon, et ça permet effectivement de bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu pour les salariés qui percevraient 3 SMIC annuels. Et pour les entreprises de plus de 50 salariés, là, c'est relativement simple, puisque la prime est imposable, sauf affectation sur un plan d'épargne salariale ou retraite. Elle reste exonérée de cotisations sociales, elle est assujettie à la CSG-CRDS et pour le forfait social, comme ça ne change pas, exonérée, sauf pour les entreprises de 250 salariés et plus. Donc là, on a au 1er janvier 2025, le régime renforcé jusqu'au 31 décembre 2026, et ensuite, pour le régime en principe pérenne, s'il n'y a pas de modification d'ici là, au 1er janvier 2027, nous aurons un dispositif harmonisé, si on peut appeler ça comme ça, toute entreprise. Donc l'impôt sur le revenu, ce sera imposable, sauf en cas d'affectation à un plan d'épargne salariale ou retraite. Sur les cotisations, elles seront exonérées, toujours dans la limite, bien sûr, des montants légaux, 3 000 ou 6 000 euros. CSG-CRDS, assujettissement au premier euro, et le forfait social exonéré, sauf pour les entreprises de 250 et plus. Donc on a un peu le temps, quand on est une entreprise de moins de 50, on a encore cette année et l'année prochaine pour bénéficier du régime renforcé. Pour les entreprises qui comptent un effectif de 50 et plus, on est déjà dans un schéma pérenne, si vous voulez, enfin pérenne, oui, celui qu'on voit sur cette slide, c'est-à-dire une imposition sur le revenu, sauf affectation à un plan d'épargne salariale, une exonération de cotises et un assujettissement à CSG-CRDS et une exonération du forfait social, sauf pour les entreprises de plus de 250 salariés. Tous ces éléments, vous pouvez aussi les retrouver sur le bulletin officiel de la Sécurité sociale, qui est plutôt bien fait, je dois l'avouer, avec des tableaux récapitulatifs. Donc vous avez en principe le lien qui est sur cette slide. Voilà pour la prime de partage de la valeur. Maintenant, vérifions ensemble les mesures sociales quand même applicables en 2025, quand bien même nous n'avons pas de loi de financement et de loi de finances tout court. Le premier sujet que l'on souhaite aborder, c'est l'aide exceptionnelle à l'apprentissage, qui sera reconduite en 2025, mais dans des proportions moindres. Ça, c'était quand même un chantier très prisé par l'Élysée, enfin, en tout cas par la présidence de la République, Emmanuel Macron, qui effectivement a beaucoup insisté pendant toutes ces années passées, en tout cas sur l'apprentissage. Le décret est attendu, mais l'aide à l'apprentissage est reconduit. En 2020 sera reconduit. On attend le décret, bien évidemment. C'est un communiqué de presse du 30 décembre dernier qui l'indiquait. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, le montant, selon la nature du contrat d'apprentissage, va naviguer entre 5 000 et 6 000 euros. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, l'aide exceptionnelle sera fixée à 2 000 euros pour la première année. Voilà, donc un élément quand même intéressant pour l'alternance et qui reste un chantier important. Ce que je voulais aussi indiquer, mais je l'ai dit, je crois, le décret est en cours, devrait paraître dans ces prochains temps, prochaines semaines, on va dire ça comme ça. En revanche, à noter, l'aide aux emplois francs n'a pas été pour le moment reconduite. Premier sujet. Deuxième sujet. Ah, pardon. Il faudrait qu'on corrige. 2 slides identiques, c'est pas grave. Deuxième sujet, convention d'assurance chômage agréée
Alors ça, effectivement, c'était assez exceptionnel qu'on aboutisse finalement à cet agrément. Cette convention d'assurance chômage du 15 novembre et textes associés ont été agréés et publiés par arrêté le 20 décembre 2024. L'entrée en vigueur est certes fixée au 1er janvier 2025 pour une durée de 4 ans, jusqu'au 31 décembre 2028, mais pour des raisons opérationnelles, bon nombre de mesures seront applicables au 1er avril 2025. Vous avez effectivement sur cette slide le lien qui est présenté et qui vous permettra de consulter cet arrêté. À retenir du côté employeur, deux principales mesures. Une légère baisse de la contribution patronale de l'assurance chômage et une modification du dispositif de bonus-malus. Sur la baisse de la contribution, on parle d'une baisse de 0,05 points. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix, comme dirait l'autre. Donc, cette mesure applicable au 1er mai 2025, la contribution patronale passera de 4,05 à 4%. Vous savez aussi que l'assurance chômage aujourd'hui est financée exclusivement par une contribution patronale. Deuxième sujet qui concerne les entreprises, deuxième mesure importante, c'est le dispositif de bonus-malus. Je rappelle que ce dispositif qui conduit à moduler le taux de la contribution de l'entreprise au financement de l'assurance chômage concerne les entreprises d'au moins 11 salariés dans certains secteurs d'activité. Ce n'est pas tout le monde qui est concerné et qui connaissent un fort turnover. Vous avez l'hébergement, la restauration, la fabrication de denrées alimentaires, le transport et l'entreposage. Donc là, si vous êtes concerné, donc ça peut bien évidemment être important pour vous de creuser cette question. Le taux modulé notifié en septembre 2024 continuera d'être applicable jusqu'au 31 août 2025, mais à partir du 1er mai 2025, il sera réduit de 0,05. Ça, c'est la Convention qui le dit. La quatrième période de modulation débutera le 1er septembre 2025 et se terminera le 28 février. Et pour la quatrième période de modulation, le dispositif devrait être aménagé et un groupe de travail a été mis en place pour y réfléchir. Alors, c'est vrai qu'on on espérait peut-être une refonte de tout ce dispositif, voire une non-reconduction. Malheureusement, pour les secteurs concernés, ce dispositif reste dans cette convention et reste actif. À partir du 1er mars 2027, le dispositif devrait entrer dans son rythme de croisière avec un système de notification des taux qui est rappelé dans cette slide. Donc, pour les secteurs, je ne sais pas si parmi les participants, vous êtes concernés, toujours est-il que, voilà, si on pouvait espérer une non-reconduction de ce bonus-malus, mais malheureusement, c'est peine perdue. Il est non seulement maintenu, mais on va dire confirmé avec des aménagements peut-être à partir de cette fameuse quatrième période de modulation. Du côté salarié, sans entrer dans le détail parce que c'est un sujet en soi, nous avons plusieurs mesures qu'on va récapituler. Il y a une diminution du plafond des jours non travaillés. Bon, c'est des mesures techniques, mais c'est vrai que ces dispositifs et ces mesures peuvent impacter indirectement les RH quand il est question de rupture de contrat, malheureusement. Donc, j'évoque plusieurs sujets. Le sujet de ce plafond diminué pour les jours non travaillés pour la prise en compte du salaire journalier de référence. Ce plafond des jours non travaillés passe de 75 à 70%, donc une mesure plutôt, on va dire, favorable aux salariés. Plutôt favorable aussi, c'est la dégressivité de l'allocation élevée, limitée aux moins de 55 ans contre 57 ans actuellement. Donc là, il faut savoir que le régime d'assurance chômage prévoit un système de dégressivité de l'allocation pour les hauts salaires au bout de 6 mois d'indemnisation avec une décote de 30%. Et cette dégressivité s'appliquera aux allocataires de moins de 55 ans à la date de fin de contrat, et ce, pour tenir compte de la difficulté des demandeurs d'emploi seniors à retrouver un emploi. Donc ça, c'est plutôt favorable, on va dire, pour les seniors. Enfin, la mensualisation de l'allocation, avant d'évoquer les durées d'indemnisation. Je vous rappelle que les versements se faisaient à l'époque selon le nombre de jours sur le mois concerné. Dorénavant, là, le dispositif prévoit une mensualisation de l'allocation, c'est-à-dire un versement sur 30 jours calendaires, quel que soit le mois concerné. Et enfin, voilà, c'était ça ce que je voulais évoquer en dernier lieu, c'est le décalage de 2 ans des bornes d'âge permettant l'application des régimes d'indemnisation spécifiques aux seniors à la suite de la réforme des retraites. Donc là, il y a effectivement des mesures qui sont un peu plus contraignantes pour les seniors, puisque selon l'âge des allocataires,
les durées maximales d'indemnisation vont être différentes, puisque la durée d'indemnisation maximale sera de 18 mois pour les salariés et les allocataires âgés de moins de 55 ans contre 53 précédemment, sera de 22 mois et demi pour les allocataires âgés entre 50 et 56 ans contre 53 et 54 précédemment, et à partir de 57 ans et plus, 27 mois maximum au lieu de 55 ans. Donc là, effectivement, on va dire que ce n'est pas très sympathique pour les seniors, mais toujours est-il que c'est une prise en compte de cette réforme des retraites. Les durées d'indemnisation tiennent compte du coefficient de minoration de 0,75 qui est applicable aussi par rapport à la situation de l'emploi. De manière cohérente et logique, il y a également le décalage de l'âge permettant de bénéficier du maintien des droits jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein. Il est prévu un décalage progressif jusqu'à 64 ans pour l'allocataire afin de bénéficier du dispositif de maintien des droits. Autre et dernier point, le calcul du différé d'indemnisation, important aussi quand on a des questions de la part des salariés et quand on verse des indemnités supralégales. Il a été mis à jour au 1er janvier 2025. Je ne rentrerai pas dans le calcul des différents délais de carence et des carences spécifiques, le congé payé, délai de carence légale de 7 jours, etc. Mais retenez que lorsque vous versez une indemnité supralégale, la carence spécifique doit être calculée selon une formule de calcul qui est indiquée dans cette slide. Indemnité supralégale divisée par 109,6. C'est ce coefficient qui a été mis à jour au 1er janvier 2025 et vous avez un nombre de jours plafonné aussi qui est plafonné, bien évidemment, et qui permet de calculer la carence spécifique. Autre sujet, le contrat de sécurisation professionnelle qui a été prolongé. Donc ça intéresse toutes les entreprises qui sont confrontées à des procédures de licenciement pour motif économique. Vous avez l'obligation pour les entreprises de moins de 1000 salariés de proposer un contrat de sécurisation professionnelle. Je n'entrerai pas dans le détail, mais retenez que le dispositif a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, ça sécurise bien évidemment les procédures de licenciement pour motif économique, parce que malheureusement, on est parfois tenu d'en mettre en place. Autre mesure aussi, c'est l'index EGAPRO, mais ça, c'est pas nouveau, mais je souhaitais aussi en parler très rapidement, puisque comme on est en janvier, on a encore le temps de s'y intéresser. C'est une obligation qui concerne toutes les entreprises d'au moins 50 salariés. Elles doivent calculer leur index, et là, elles doivent le faire au plus tard le 1er mars. Donc, n'oubliez pas l'échéance du 1er mars. Pour les entreprises qui emploient au moins 1000 salariés, pour le 3e exercice consécutif, doivent également calculer et publier leur écart éventuel de représentation entre les femmes et les hommes parmi leurs cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes. Chaque année au plus tard, donc il y a une obligation supplémentaire pour ces entreprises-là. Et quand bien même nous avons calculé l'index, n'oubliez pas également la négociation collective sur les questions relatives à l'égalité professionnelle ou, à défaut délégué syndical de l'entreprise, un plan d'action sur les mesures d'égalité femmes-hommes. Les deux mesures ne sont pas sont séparées, sont distinctes et autonomes. Donc, une fois que vous avez calculé l'index, n'oubliez pas les mesures sur l'égalité femmes-hommes, soit par accord d'entreprise, soit par plan d'action, et bien évidemment déposées auprès de l'administration du travail. Travailleurs étrangers, ça c'est intéressant à retenir. Sachez que une loi et un décret qui a suivi désormais prévoit une action de formation en français pour les salariés allophones. Donc, à l'époque, on parlait de non-francophones. Allophones, donc langue maternelle autre que celle du pays d'accueil. Donc, il s'agit d'un temps assimilé à du temps de travail à hauteur de 80 heures, sauf accord des parties, le temps d'absence pour se former est limité à 10% de la durée hebdomadaire de travail. L'autorisation d'absence de 28 heures de droit si la formation en langue française suivie dans le cadre du compte personnel de formation, et l'obligation d'informer l'employeur au moins 30 jours avant. Ça, c'est une nouveauté, donc retenez que cette obligation et ce droit, incombe aux entreprises donc, qui emploient des salariés qui ne maîtrisent pas la langue française, pour être simple, pour parler de manière très pratico-pratique. Le congé du salarié proche aidant, donc ça, c'est effectivement un sujet qui devient de plus en plus d'actualité et qui fait l'objet de négociations de plus en plus fréquentes dans les entreprises. Retenez que l'allocation journalière de proche aidant qui est versée par la caisse d'allocation familiale était fixée à 66 jours et fixée par principe à 66 jours sur l'ensemble de la carrière. À compter du 1er janvier 2025, il y a une prolongation de cette allocation de 66 jours supplémentaires.
Prolongation possible si le salarié prend un congé de proche aidant pour s'occuper d'une autre personne dans la limite de 264 jours sur l'ensemble de la carrière du bénéficiaire. C'est le Code de la sécurité sociale qui nous le précise. Sur les principaux et nouveaux chiffres impactant la paye au 1er janvier 2025, alors je ne vais pas faire, c'est un peu malheureusement une liste à la Prévert, mais on retiendra bien évidemment, faute, hein, je répète, je l'aurais dit X fois ce matin, faute de loi de financement de la sécurité sociale, des éléments quand même importants. Pas de revalorisation du SMIC au 1er janvier 2025. Le SMIC reste fixé à 11,88. Je vous rappelle que la revalorisation de 2% avait été anticipée au 1er novembre 2024 par le précédent gouvernement. Donc, il n'y aura pas de coup de pouce au 1er janvier 2025 du gouvernement, en tout cas, à notre connaissance, et je pense que personne ne l'a noté à ce jour. Le SMIC mensuel s'élève sur les montants que vous voyez. Vous avez également le SMIC horaire à Mayotte, hein, qui est indiqué en remarque. Le minimum garanti est également poussé à 4,22. Le minimum garanti, juste pour information, sert beaucoup à l'évaluation de l'avantage en nature repas obligatoire dans les hôtels, cafés et restaurants, c'est-à-dire l'obligation d'évaluer la valeur repas sur la fiche de paye. Le plafond mensuel et annuel de la sécurité sociale, vous avez également les montants qui sont indiqués sur la slide, qui avaient été effectivement confirmés déjà en décembre 2024, 3 925 € pour le plafond mensuel. Nous avons également, autre mesure, les cotisations au 1er janvier 2025, donc pas de changement particulier, si ce n'est une confirmation par le BOS de la prolongation en 2025 des taux de cotisation accident du travail et maladies professionnelles applicables en 2024. Pas d'arrêté de tarification ATMP, donc 2025, avant l'adoption d'une loi de financement pour la sécurité sociale. Le régime local, puisqu'on est dans le Grand Est, enfin en tout cas, je suis dans le Grand Est, c'est un sujet qui nous importe en Alsace-Moselle, c'est le maintien du taux de cotisation de 1,30 pour 2025. Le calcul de la réduction générale de cotisation, la réduction bas salaire, ex-Fillon, pour les périodes d'emploi accomplies à compter du 1er janvier 2025, donc pas de changement, le paramètre T pris en compte dans la formule de calcul de réduction est le même qu'en 2024. Donc là, je vous invite effectivement à soit vous rapprocher du cabinet, bien évidemment, pour vous en assurer, mais si vous faites les payes, soyez attentifs quand même à cette mise à jour, puisque le calcul de la réduction bas salaire reste toujours un sujet d'inquiétude quand on a un contrôle URSSAF et un sujet prisé par les contrôleurs. Autre sujet, mais là pareil, je n'entrerai pas trop dans le détail, ce sont toutes les mesures frais de domicile, lieu de travail, frais de transport, pardon, domicile, travail. Là, je vous invite effectivement à vérifier les limites et les mises à jour du BOS, parce que c'est vrai que les dispositifs avaient fait l'objet d'un certain nombre de mesures de faveur, et notamment une prise en compte plus favorable par l'employeur pour ces fameux transports domicile, lieu de travail. Les dispositifs que sont mobilité durable, les indices kilométriques, le vélo, voiture électrique, tout ça, c'est d'une, moi je considère d'une relative complexité, sans rien vous cacher. Là, on aurait été beaucoup plus inspiré de simplifier, mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Je vous invite effectivement à vous y intéresser ou à solliciter bien sûr le cabinet pour vérifier les limites d'exonération qui sont revenues en tout cas pour leur grande majorité au régime antérieur que nous connaissions avant 2024. Avant 2025, pardon. En Ile-de-France, à noter la hausse du tarif du pass Navigo à 88,80 € par mois pour 2025 contre 86,40 €. C'est le communiqué du 11 décembre. Donc, le niveau de prise en charge par l'employeur est fixé à 44,40 €, sont 50%. Les titres restaurants, donc là, vous avez suivi l'actualité comme moi. Outre le fait que le Sénat a adopté la fameuse mesure, là, parce qu'on entend souvent parler dans l'actualité, la question de d'utilisation des tickets resto pour les produits alimentaires. Donc là, le Sénat a adopté cette mesure le 14 janvier dernier. Donc les titres restaurants pourront donc de nouveau être utilisés pour acquitter en totalité ou en partie tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable, comme cela a été possible jusqu'au 31 décembre 2024. Donc là, la mesure va être intéressante pour les salariés. C'était la mesure un peu post-Covid qui a été en tout cas maintenue pour 2025.
et s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2026, dans l'attente d'une réforme de ce dispositif, en tout cas à l'été, ce qui a été annoncé, puisque les restaurateurs, comme on peut bien le comprendre aussi assez logiquement, sont mécontents d'une certaine manière de cette prolongation de cette tolérance. La valeur forfaitaire d'exonération est fixée à 7,26. Je rappelle que la part patronale au financement des tickets resto doit être comprise entre 50 et 60% de la valeur libératoire, et la part patronale ne doit pas dépasser une certaine valeur forfaitaire, et cette valeur forfaitaire est fixée pour l'employeur à 7,26 en 2025. Le montant a été confirmé dans le cadre du bulletin officiel de la Sécurité sociale. Donc aussi, je vous invite effectivement à regarder de plus près le dispositif si vous êtes concerné. Ça reste une mesure toujours relativement prisée par les salariés dans le cadre de leur pouvoir d'achat. Les pourboires, fin de l'exonération sociale et fiscale temporaire pour les pourboires remis volontairement aux salariés en contact avec la clientèle et dont la rémunération est inférieure à 1,6 du SMIC. La contribution, déclaration obligatoire de l'emploi des travailleurs handicapés à payer en 2026, il est question effectivement de dépenses moindres que l'on pourra déduire de cette contribution. Je vous rappelle que c'est une obligation qui concerne les entreprises de 20 salariés et plus, d'employer au départ des salariés, des travailleurs handicapés, en principe à mobilité réduite, en principe, enfin, en tout cas le terme est toujours utilisé, à hauteur d'au moins 6% de l'effectif, ou à défaut de s'acquitter une contribution. Et l'employeur peut déduire certaines dépenses de cette contribution. Et à compter de l'obligation de 2025, donc contribution à payer en 2026, il y a une suppression de la déduction de la contribution temporaire de certaines dépenses favorisant l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. C'est les points 1 et 2 que je cite en remarque. Donc, soyez attentifs pour cette contribution. Vous ne pourrez pas réitérer la déductibilité de ces dépenses qui sont citées en remarque pour la contribution 2025 à payer en 2026. Ensuite, la protection sociale complémentaire. Oui, alors ça, c'était un sujet d'actualité jusqu'à la fin de l'année dernière. Je vous rappelle que la protection sociale complémentaire, c'est tout ce qui concerne le régime frais de santé, les régimes de prévoyance. Et nous avons l'obligation, rappelez-vous, nous avions l'obligation de mettre à jour les fameux décisions unilatérales ou les accords d'entreprise éventuels, s'agissant, en tout cas pour le 31 décembre 2024, des catégories objectives. On a fait plusieurs communications sur ces sujets-là, en tout cas RSM France. Nous avions l'obligation de mettre à jour au 31 décembre 2024. Donc pour le moment, pas de report prévu ou annoncé à l'heure actuelle. Donc soyez attentifs à ces questions si d'aventure vous étiez concerné, en tout cas de vous en soucier. Mais il n'y a pas de report, comme ça avait pu être le cas annoncé par le passé quand il était question de mettre à jour les actes juridiques concernant la protection sociale complémentaire. Autre point, la revalorisation du barème des saisies des rémunérations, soit pareil, si vous êtes concerné, et quand on est praticien de la paye, on l'est forcément, un décret du 30 décembre 2024 prévoit une révision du barème des saisies et cessions des rémunérations. Et enfin, sur les chiffres clés impactant la paye, attirer votre attention sur la sortie progressive de la déduction forfaitaire spécifique. Je vous rappelle qu'un certain nombre de professions bénéficient pour leurs salariés de déduction forfaitaire, les fameux abattements pour frais pro, comme on dit. À l'époque, nous avions 10% pour le bâtiment, 20% pour le transport, 30% pour les VRP. Donc, l'administration a prévu une sortie progressive pour permettre de gérer la fin de ces dispositifs. Et il y a un calendrier qui a été initié depuis maintenant 2 ans. Donc, retenez que pour 2025, il faut appliquer les taux applicables à chacune des professions. Donc, que je cite dans ce slide, 8% pour le secteur de la construction et du bâtiment, 4% pour la propreté, 26%, etc. pour les journalistes, etc., jusqu'à et vous avez, pour les VRP, c'est 26%, et vous avez dans le BOSS les 8 secteurs concernés et le calendrier. Donc, soyez attentifs. Si vous faites vous-même les payes,
et vous êtes concerné par ces abattements pour frais pro, bien évidemment de mettre à jour les taux d'abattement pour frais pro sur les bulletins de paye. Et je crois que j'en ai fini pour les éléments marquants. Bah, c'est plutôt pas mal. Et il me reste les jurisprudences marquantes que j'ai souhaité mettre également en avant. Alors, bien évidemment, ce sont des arbitrages, on va dire, hein, puisque la jurisprudence, elle, ne chôme pas en matière sociale. On en a tous les jours, mais c'est une sélection qui m'a paru être plutôt intéressante dans la pratique des RH. La première décision, c'est celle du Conseil d'État sur la présomption de démission. Je vous rappelle que le dispositif présomption de démission a été initié et institué par la loi du 21 décembre 2022, dite marché du travail. La présomption de démission intervient lorsqu'un salarié abandonne volontairement son poste. Ce dispositif est entré en vigueur avec la publication d'un décret du 17 avril 2023 qui a été complété par un question-réponse. Donc rappelez-vous que c'était pour une certaine manière pénaliser, si on va appeler ça comme ça, les salariés qui se mettent volontairement en abandon de poste pour bénéficier de l'assurance chômage, hein, pour faire simple. Le législateur est intervenu pour dire, ben non, quelqu'un qui ne se manifeste plus dans l'entreprise, il est présumé démissionnaire, avec un protocole qui est institué par le Code du travail, avec une interpellation de la part de l'employeur. Et un certain nombre de syndicats étaient montés au créneau pour contester le décret d'application. Le Conseil d'État a sifflé la fin de la récréation sur cette question en validant le décret dont il est question et en imposant des garanties d'information du salarié lors de la mise en demeure. Le salarié doit nécessairement être informé lors de la mise en demeure des conséquences, donc en réalité la privation de l'assurance chômage, pouvant résulter de l'absence de reprise du travail, sauf motif légitime. Donc là, c'est un arrêt, enfin c'est une décision du Conseil d'État tout à fait intéressante puisque elle sécurise d'une certaine manière ce dispositif de présomption de démission qui vient en concurrence avec la procédure de licenciement pour abandon de poste, hein, que beaucoup d'entreprises peut-être peu importe, ont pratiqué par le passé. Le question-réponse de l'administration à l'époque avait prévu qu'il y avait une obligation de mettre en avant la présomption de démission au détriment de la procédure de licenciement pour abandon de poste. Aujourd'hui, ce question-réponse a été, en tout cas, cette réponse de l'administration a été retirée. La doctrine considère que l'entreprise a toujours le choix d'utiliser soit la présomption de démission, soit la procédure la présomption de démission, soit la procédure de licenciement. Voilà. Donc le débat reste ouvert sur le sujet, mais en tout cas, la présomption de démission aujourd'hui, en tout cas selon moi et selon la décision du Conseil d'État, reste un dispositif qui doit être mis en avant, peut-être, sans grande difficulté, sauf bien sûr contentieux, parce que ça reste, ce type de dispositif peut toujours faire l'objet d'une contestation de la part du salarié, à condition que le salarié apporte des éléments, bien évidemment, mais en tout cas, c'est un dispositif qui est dans le Code du travail, validé par le Conseil d'État aujourd'hui, sur la base du décret du 7 avril dernier. Autre arrêt intéressant, c'est la prime indue et contractualisation. Je vous rappelle que lorsque l'on verse une prime par erreur, on retient généralement la règle que l'erreur n'est pas créatrice de droit. Et là, patatras, dans le cas de figure, la Cour de cassation a considéré que le paiement systématique pendant 20 ans d'une prime s'était incorporé au contrat de travail comme un élément de rémunération. Donc ça, c'est un arrêt qui nous a semblé assez intéressant à retenir, en tout cas pour les entreprises. Et il était question d'une allocation, dans le cas d'espèce, une allocation supplémentaire pour ancienneté pendant 20 ans qui était versée par erreur dans la convention collective des sociétés d'assurance. Et l'attendu de la Cour de cassation est assez intéressant. Elle nous dit, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que l'allocation supplémentaire pour ancienneté était devenue, en raison de son paiement systématique par l'employeur de 1994 à 2014, indépendamment de toute condition conventionnelle d'attribution, un élément de rémunération de la salariée. La Cour d'appel a violé les textes visés. Donc retenez quelque chose, voilà, une sorte d'exception au principe que l'on connaît tous, hein, l'erreur n'est pas créatrice de droit, c'est qu'un paiement systématique pendant une longue période peut être un élément de rémunération contractualisée. Voilà, ça c'était le deuxième arrêt qui m'a paru intéressant. Autre arrêt
intéressant et contraignant aujourd'hui pour les entreprises, c'est la difficulté que posent les avantages en nature, on va dire logement. Alors, voiture, tout à l'heure, je vais en parler des voitures, mais logement moins dans une moindre mesure. En tout cas, la règle que l'on doit retenir, bien évidemment, c'est que lorsque l'employeur, au départ, hein, on resitue le contexte, lorsque l'employeur fournit un logement à son salarié, ça constitue, donc gratuitement, ça constitue un avantage en nature et doit être inclus dans le montant de rémunération du salarié et indiqué sur le bulletin de paie. Ça, c'est le Code du travail qui nous le dit. Et en espèce, la Cour de cassation a jugé que, dans le cas d'espèce, là, qui est cité là, dans cette slide, l'arrêt du 4 décembre 2024, que l'absence de déclaration par l'employeur d'un avantage en nature logement sur les bulletins de paie du salarié constitue une infraction de travail dissimulé. Et là, dans cette affaire, l'employeur avait été condamné à verser la somme de 15 178 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé aux salariés, c'est-à-dire 6 mois de salaire. Donc, il faut retenir que, et nous, on a fait effectivement, et je pense que la doctrine de mémoire fait un même parallèle avec l'avantage en nature véhicule. Donc, dès lors qu'il y a l'attribution d'avantages en nature, alors logement, au cabinet, on est plutôt attentif, donc généralement, l'avantage en nature logement existe. Les véhicules, c'est moins évident. Il y a quelques souffrances à ce niveau-là et l'employeur omet de déclarer l'avantage en nature véhicule. Donc retenez aujourd'hui qu'une sanction peut être relativement lourde puisque considère aujourd'hui, et les URSSAF risquent de s'en emparer, que l'omission d'un avantage en nature logement et par extension véhicule caractérise l'infraction de travail dissimulé, donc avec une sanction relativement lourde pour les entreprises. Donc soyez attentifs à toute la question, toute la problématique des avantages en nature, logement et véhicules. Et pour terminer, un dernier arrêt, c'est la procédure de licenciement et la non-présentation du courrier de convocation, non-présentation du courrier suite à une irrégularité de la Poste. Et là, c'est relativement contraignant, une solution relativement sévère pour l'employeur, puisque lorsque vous devez convoquer un salarié pour un licenciement, vous devez le convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception. Vous pouvez l'envoyer, vous pouvez remettre le courrier en main propre contre décharge, ça simplifierait les choses en tout cas. En tout cas, la loi nous parle d'une lettre de convocation par lettre recommandée. Vous devez respecter un délai de 5 jours entre la date de présentation et l'entretien. Et là, dans l'affaire en question, le courrier n'avait pas été effectivement, en tout cas le délai de 5 jours n'avait pas été respecté suite à une erreur de la Poste. Et là, la jurisprudence de la Cour de cassation est relativement sévère puisqu'elle condamne l'employeur effectivement à verser, là en l'occurrence, 1 mois de salaire, puisque l'irrégularité de procédure est sanctionnée d'au plus 1 mois de salaire, considérant que le salarié n'avait pas bénéficié du délai de 5 jours, quand bien même l'erreur pourrait résulter des services postaux. Donc c'est vrai que c'est toujours contraignant, c'est toujours embêtant, donc soyez attentifs effectivement à ces règles de procédure qui peuvent paraître à un moment donné faciles a priori, mais restent relativement délicates à gérer, surtout quand on ne gère pas, on ne maîtrise pas l'aléa des services postaux. Et retenez également que quand bien même le salarié s'est présenté à l'entretien ou a réussi à se faire assister soit par un conseil extérieur, soit par un salarié de l'entreprise, si le délai de 5 jours n'est pas respecté, l'irrégularité peut être effectivement sanctionnée par le juge prud'homal. Et je crois que j'ai terminé, Aurélia. Donc, Merci Giovanni, merci beaucoup. Effectivement, malgré les absences de loi de finances, comme tu le disais, on avait beaucoup de choses à vous dire ce matin. On a quelques questions. Alors, on a un petit peu débordé. On va peut-être se permettre de prendre 2 petites minutes pour répondre à quelques questions. Pas toutes malheureusement, et je vous invite vraiment à revenir vers vos contacts en région si jamais vous voulez poursuivre l'échange. Peut-être une question de Gaël qui se demandait PPV et intérimaires présents dans la société, comment cela se passe si on le sait, bien sûr. oui, puisque effectivement, c'est une bonne question. Alors, les intérimaires sont éligibles à la PPV au même titre que les salariés présents dans l'entreprise. Dans le bulletin officiel de la Sécurité sociale, je crois que c'est même dans la loi, il est noté que l'entreprise doit communiquer les informations à la société d'intérim. Et comme je le disais tout à l'heure, les salariés
si dans la décision unilatérale, prenons l'exemple de la décision unilatérale, prévoit que les bénéficiaires sont ceux présents à la date de conclusion de la DU, ben, on appliquera la même règle pour les salariés intérimaires. Donc, si les salariés intérimaires sont présents à la date de la décision unilatérale, ben, ils sont éligibles à la PPV. Dit autrement, la société intérim doit verser l'équivalent de la PPV aux salariés intérimaires, puisque l'intérimaire, par définition, n'est pas salarié de l'entreprise, mais à charge ensuite, bien évidemment, de la société intérimaire de refacturer, j'imagine, la PPV en question à la société utilisatrice. Donc là, attention, effectivement, c'est une bonne question. Attention à la rédaction des DU ou des accords d'entreprise qui fixent les conditions d'éligibilité de la PPV. Ces conditions d'éligibilité sont transposables aux travailleurs intérimaires. Merci beaucoup Giovanni pour ta réponse. Alors on avait Arnaud qui nous indiquait qu'il n'avait pas forcément compris le calcul de la prime. Ça va être difficile de rentrer dans le détail ici, mais Arnaud, la présentation est téléchargeable et vous pourrez visionner le webinaire en replay. Je me permets aussi de remettre le lien de, comme tu le disais Giovanni, la précédente actualité sociale Oui, que l'on avait faite, puisqu'il y avait aussi beaucoup d'éléments oui, sur la prime de partage de la valeur. Et on oui. peut peut-être... Et les Oui, flashs sociaux que nous avons tout effectivement à fait. réalisés tout au long de l'année 2024 et notamment en juillet, fin juillet 2024, un dossier spécifique sur la loi partage de la valeur. Tout à fait. Tout à fait. Et si ce n'était toujours pas clair, Arnaud, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner sur le sujet. Et peut-être prendre une dernière question de Yamina qui nous demande concernant le nouveau dispositif de partage de la valeur applicable aux entreprises de 11 à 49 salariés. Donc, elle a bien compris que les entreprises éligibles sont concernées dès le 1er janvier 2025, mais elle se demande si les entreprises ont jusqu'au 31 décembre 2025 pour disposer d'un des systèmes prévus, participation, intéressement, Oui, abondement ou PPV. oui, dans le cadre d'un exercice civil, si l'entreprise applique un exercice civil, oui. Effectivement, quand l'exercice comptable de l'entreprise, c'est 1er janvier, 31 décembre, on a toute l'année 2025 pour répondre à l'obligation légale, condition que nous avons effectivement respecté. Enfin, on est confronté, rentre dans le champ d'application de la loi, c'est-à-dire l'augmentation du bénéfice net de manière consécutive sur les 3 derniers exercices à concurrence de 1% du chiffre d'affaires. On a toute l'année 2025 pour mettre en place un dispositif. Donc, clairement, pour faire simple, beaucoup d'entreprises vont peut-être privilégier la PPV pour répondre à cette obligation. Mais là où il y a une difficulté, c'est les fameuses entreprises dont l'exercice est décalé, Mm. où là, on peut s'interroger de savoir si la période ne va pas elle-même être décalée, considérant que une entreprise, je prenais l'exemple tout à l'heure d'une période calée sur, par exemple, on va dire 1er novembre, 31 octobre, on pourrait imaginer que l'exercice est décalé d'autant. Voilà. Mais c'est vrai que le sujet là sur la notion de période, Mm. c'est une année complète, bien évidemment, pour respecter l'obligation, mais tout dépend de l'exercice social de l'entreprise. Merci beaucoup, Giovanni. Merci pour toute ta présentation. Malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes vos interrogations, mais on vous invite vraiment à nous contacter pour évoquer peut-être vos spécificités et vos cas d'entreprise un petit peu plus, de manière un petit peu plus précise. Il nous- On rappelle peut-être Oui, les correspondants, peut-être ils sont cités en fait sur la oui, dernière tout à slide. fait. Tout à fait. La présentation est téléchargeable et il nous reste à vous souhaiter une bonne journée Oui, et à vous dire à très vite. Merci en bien. tout cas. À bientôt. Au revoir. Au revoir.